Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 30e émission du Bistrot d'Alain LOSC, l'émission de débat hebdomadaire organisée par les Dogs du Net et le site Alain LOSC qui permet à tous les supporters du LOSC d'intervenir sur l'actualité du club. Au sommaire cette semaine, on reviendra dans une première partie sur le match PSG-LOSC, Paris gagné pour les Dogs. En deuxième partie, nous irons voir le prochain match du LOSC, le week-end prochain. Paris-Vaubien à Metz, on va paraphraser Henri IV pour annoncer ce prochain match. Et en troisième partie, nous irons à la rencontre de notre invité. Parce que cette semaine, nous avons un invité exceptionnel dans le bistrot d'Alain LOSC. Vous le voyez juste en dessous de moi sur la présentation. Il s'agit de Christian Palka, ex-coureur cycliste, ex-journaliste à France Bleu Nord et commentateur des matchs du LOSC à la radio. On a le plaisir de te recevoir ce soir, Christian. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on passera cette dernière demi-heure avec toi, mais bien sûr, tu pourras intervenir sur les deux premières parties. Je pense que tu suis encore l'actualité du sport régional, même si peut-être pas dans les détails, tu regardes peut-être pas tous les matchs du club. Oui, mais je suis d'ailleurs. D'abord, j'ai les rapports circonstanciés chaque fin de semaine ou début de semaine de mon ami Benoît de Quevauvillers. Il m'explique un petit peu les matchs et tout. Et puis, oui, je suis le LOSC, mais pas. Voilà, je regarde pas tous les matchs. J'écoute pas tous les commentaires en entier, mais je suis au courant de ce qui se passe, quoi. Le soir, si je suis occupé, le premier truc que je fais, c'est de temps en temps, c'est avec mon téléphone, de regarder le score. Je suis un match par intermittence, mais je suis au courant. Bon ben, on pourra vérifier ça dans les deux premières parties de l'émission. Alors pour t'accompagner ce soir, Christian, on a une équipe de piliers du bistrot d'Alain LOSC qui est très nombreuse. Tu as eu beaucoup de succès. Alors à l'écran, visible à l'écran, vous avez Christophe D qui est présent. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Nous avons Christophe C. Il ne faudra pas que je me trompe encore ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Vous voyez également Julien des Dogs de Paris. Bonsoir les amis. Bonsoir les amis. Bonsoir Christian. Et vous voyez également Georges de Dunkerque. Bonsoir Georges. Bonsoir et bonsoir à toutes et tous. Vous ne verrez pas ce soir, mais ils sont bien là et bien présents. Baptiste, animateur de Breaking Dogs sur Instagram. Bonsoir Baptiste. Bonsoir François, bonsoir Christian, bonsoir à tous. Et bien sûr, celui sans qui l'émission ne se ferait pas, Arnaud, qui est à la régie, aux manettes, et qui est là pour recueillir les sentiments des supporters, à la fois sur le chat de l'émission ou sur les commentaires du groupe Facebook Alain LOSC. Bonsoir Arnaud. Bonsoir tout le monde. Voilà, on va commencer cette émission en revenant sur le match de la semaine dernière, donc PSG-LOSC, on a appelé ça Paris gagné pour le LOSC. Le LOSC qui a marqué un grand coup dans la course au podium, voire la course au titre. Qui veut commencer par donner son sentiment sur ce match? Une surprise? Baptiste, peut-être, tu nous as peut-être préparé quelques statistiques là-dessus. Ouais, mes statistiques elles vont arriver, mais en tout cas c'est quel match, enfin c'est un match superbe. J'étais pas serein du tout avant la compo qu'affichait Mauricio Pochettino avec un quatuor offensif composé de Kylian Mbappé, Moïse Kean, Di Maria et Neymar, mais on a su, je pense pour la première fois de la saison, être réaliste, parce que dès la première occasion qu'on met, donc c'est un tir, un but dès la première occasion, et ça a manqué beaucoup à Lille qui d'habitude pêche devant le but. On a su gérer le match avec des joueurs qui étaient sur leur 31 footballistiquement parlant. Leur prestation, elle était énorme. Et du côté donc des statistiques, eh bien, le LOSC a eu, il me semble, 3 tirs cadrés, donc 100% de réussite en termes de tirs cadrés. Et le PSG, eux, ont eu 16 tirs et seulement 3 cadrés avec un super Mike Maignan au bout qui fait un arrêt sublime sur la frappe d'Mbappé notamment. Alors, vous avez tous vu le match. Comment vous expliquez finalement cette victoire aussi bien... Alors, je ne vais pas dire cette aussi belle victoire, mais cette victoire aussi bien dessinée par le LOSC. Georges, je te vois avoir envie de réagir. Oui, parce que justement hier, j'écoutais quelques commentaires
d'une émission consultant radio d'une grande station régionale qui a un peu perdu son maître à penser dernièrement. Et non, et j'entendais quelques commentaires qui faisaient un petit peu la fine bouche sur cette victoire, expliquant par exemple que LOSC n'avait eu que 2 occasions. Enfin, vous voyez, des trucs dans le genre. Alors que moi, c'est simple, ce que j'ai vu, ça a été un épisode de vous savez, cette série qui s'appelait l'assurance tout risque. On dit j'aime bien qu'un plan, qu'il n'y ait jamais d'aggro dans un plan. Et là, ça a été exactement ça. C'est-à-dire que Galtier et l'équipe du LOSC ont écrit par anticipation le scénario du match. C'est-à-dire que, ouais, évidemment, il n'y a que 2 occasions, mais comme le dit Baptiste, il marque tout de suite. Et après, il y a eu un contrôle total du match, c'est-à-dire que vraiment, il y a eu une maîtrise. Et j'entendais aussi hier un autre intervenant dire que c'était un peu la victoire du petit poussé contre l'Or et que c'était référence à la Coupe de France. Ben, pas du tout. Simplement, Lille a marqué très tôt. À partir de là, il est normal qu'ils n'aient pas eu beaucoup d'occasions parce que menant 1-0, il n'avait aucune raison de se ruer sur les buts parisiens. Et 2 éléments pour prouver que justement c'est une victoire maîtrisée et dominée. C'est que d'abord le meilleur homme du match à Paris, ça a été Navas. Première chose. Et deuxième constat, c'est que si vraiment ça avait été ça, je pense qu'on aurait assisté à une dernière demi-heure du match qui aurait ressemblé à Fort Alamo, vraiment avec des attaques en règle. Or, on a été très peu inquiétés parce que Paris, au final, n'a que, au niveau des tirs cadrés, je crois qu'ils en ont autant que nous, et ils ont à peine 1 ou 2 occasions de plus, sachant qu'ils ont été quand même menés les 3/4 du match. Ils auraient dû donc en avoir beaucoup plus, ce qui prouve qu'on a réellement, comme j'avais prévu d'ailleurs la semaine dernière, malheureusement, il n'existe pas sur BetClip de pronostic pétage de plomb pour Neymar, mais sinon, celui-là, je l'aurais gagné, quoi. Voilà. Alors, Georges parlait d'évoquer une victoire du petit poussé contre le gros. Moi, je parlerais plutôt d'une victoire de David contre Goliath, enfin de Jonathan David contre Goliath plutôt. Christophe C, comment tu as analysé ce match et cette, je ne vais pas dire cette surprise, mais en tout cas cette prestation du LOSC face à l'ogre parisien? Bon. Pour moi, on a eu 2 équipes totalement différentes. On a eu Lille qui a joué en équipe, justement, unie, contre un PSG qui a joué avec ses solistes de façon désunie. Je voudrais mettre en avant un joueur, il est peut-être un petit peu tôt pour le faire, mais je voudrais mettre en avant Iconé parce qu'on l'a beaucoup critiqué. Et je crois qu'il a fait un de ses meilleurs matchs de la saison. Alors, est-ce que c'est parce que c'est Paris? Peut-être. Voilà, et puis je crois surtout qu'on a eu un score aussi étriqué, on va dire, parce que c'est 2 belles équipes, il faut le reconnaître, mais on a surtout eu affaire aux 2 meilleurs gardiens du championnat, et ça, il faut peut-être le mettre en avant. Navas, on le met en avant très très souvent avec Paris, Lille aussi, mais là, on a vraiment eu les 2 sur le terrain, et ça s'est vu, ça a fait la différence, je pense. Sinon, on aurait pu avoir un score un petit peu plus élevé pour les 2 équipes. Voilà, c'est surtout ce que je voulais mettre en avant, les 2 gardiens sur le terrain. Christophe D, ta vision du match, elle est identique? Oui, c'est un peu le même genre. Enfin, on a réduit les espaces, on a empêché les Parisiens de venir rentrer à l'intérieur entre l'arrière latéral et le stopper. Et ça, c'est l'œuvre des 2 latéraux qui ont fait un match énorme, mais énorme. Si on compare les latéraux de Lille et ceux de Paris, il n'y a pas photo, on est largement mieux. Et 2 milieux de terrain, 2 poumons, Soumaré et André, qui ne sont pas seulement des poumons, qui ont aussi de la technique, savent remonter les ballons, et qui ont fait tous les efforts nécessaires pour venir boucher les trous, et aussi avec les Bamba et Iconé qui venaient aussi bloquer et qui bloquaient bien. Donc franchement, c'est un match très très solidaire. Il n'y a personne qui a ressorti de ce match de côté négatif. Un peu Sanchez parce qu'il veut toujours en faire un peu trop et c'était notre soliste à nous, et je trouve qu'il y a 2-3 gestes qu'il aurait pu se passer et il aurait pu jouer plus simple. Mais sinon, non, ouais, c'est vraiment un match très solidaire. Et moi, je regrette qu'une chose, c'est qu'on n'ait pas marqué plus parce qu'on doit être plus précis devant. Et si on n'est pas plus précis devant contre des équipes qui vont jouer sur 30 mètres derrière, comme on a déjà vu, on voit qu'on a du mal. Et il y a 2-3 passes devant qui n'ont pas été précises. Et ça, contre des petits, c'est à contrario, ça fait un peu paradoxal, mais contre des petits, il ne faut pas les louper parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Et là, je vois que on a encore un peu de déchets devant, mais c'est vraiment le petit bémol. Sinon, c'était vraiment un super match. Julien, tu as quelque chose à rajouter?
Ouais, ils ont déjà dit beaucoup de choses. Je voudrais rebondir sur ce qu'on avait pu se dire peut-être lors des émissions précédentes, c'est-à-dire après le match de coupe, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a un peu tous eu tendance à dire que ce match de coupe ne reflétait pas le réel niveau du LOSC et du PSG, et c'est exactement ce qu'on a vu, c'est-à-dire beaucoup de faits de jeu en coupe qui n'ont pas eu lieu dimanche et qui font qu'on a gagné ce match. On avait aussi parlé de la trêve internationale en se demandant si ça allait nous servir ou pas, et clairement oui, parce qu'au rang des gars qui ont fait une rencontre incroyable avec du jus, et nos joueurs manquaient beaucoup de jus dernièrement, il y a André qui a retrouvé du dynamisme, il y a Renildo, il y a Diallo qui était parti en sélection mais qui n'a pas joué beaucoup, et il y a Bamba que j'ai trouvé particulièrement bon. Donc je pense que cette trêve internationale, elle nous a été favorable pour ça, pour finalement ceux qui ont peu joué ou qui ont pu se réathlétiser au club. Et puis j'aimerais noter aussi, parce que j'ai entendu l'inverse dans une grande radio régionale dont parlait Georges tout à l'heure ce week-end, j'ai entendu un supporter qui disait qu'il avait trouvé que l'arbitrage avait été génial. Et moi, franchement, au rang des amoureux de la violence gratuite, on pourrait citer des gens comme Guy Georges, Émile Louis ou Patrick Henry, j'ai un nouveau double prénom à mettre en avant, c'est Benoît Bastien, qui pour moi a sifflé. C'est bien de siffler, mais il faut mettre des cartons pour protéger les joueurs. Et quand Christophe tout à l'heure dit on n'a pas été assez réaliste, on n'a pas marqué assez, bah oui, mais forcément, quand tu as Jonathan David, qui est ton meilleur buteur, qui est obligé de sortir si tôt parce qu'il se fait massacrer la cheville, et que, à la limite, j'en veux même pas à Bastien parce qu'il siffle, mais que la VAR soit pas capable de dire il arrive en retard et lui massacre la cheville, ça mérite un rouge. On a un vrai problème d'arbitrage, tu vois. Et ça me pose vraiment problème parce que pendant tout le match, j'ai eu le sentiment que certes, Bastien sifflait, mais il ne protégeait pas suffisamment nos joueurs. Et ça m'embête beaucoup, parce que pour les 7 dernières rencontres qui nous restent à jouer, ce match, il a fait des dégâts, des vrais dégâts, à commencer par Jonathan David, et puis aussi en passant par Diallo, qui malheureusement, je pense, va être sanctionné, alors qu'il a strictement rien fait devant notre ami Neymar, le simulateur. Bon, on reviendra après dans l'effet de jeu finalement sur ces questions d'arbitrage. Je voulais demander, Christian, alors, oui. tu nous as entendus, oui. Nous sommes des supporters, nous avons cette vision des supporters. Toi, quelle est cette vision plus alors déjà, je vais vous dire tout de suite, je ne comprends pas qu'on peut faire la fine bouche après un résultat pareil. On est dans le money time, hein, il reste 7 matchs, je crois. Il faut gagner. Il faut gagner. C'est très important de gagner les matchs. Là, on gagne les matchs. C'est très important de battre les adversaires directs pour le titre et pour la deuxième place. Là, on bat un adversaire direct. Et en plus, c'est le PSG, quoi. C'est quand même la plus grosse équipe du championnat. Donc, d'abord, sur le coup, moi, juste après le match, j'ai envoyé un petit texto à Christophe Galtier. J'ai mis ça, c'est un exploit. Voilà, c'est un exploit, pour moi c'est un exploit. Après, qu'ils ont bien joué ou mal joué, on est au résultat, là. Il faut pas. Les puristes, c'est bien les puristes, mais je pense que tout le monde est content de voir son équipe gagner. Il y en a pas un supporter qui doit être mécontent. Donc voilà. Alors la personne qui a fait la fine bouche, je la connais bien évidemment. mais c'est un peu aussi son fonds de commerce. Hein, on dira pas son nom, c'est mon ami. Oui. Alors après, c'est vrai que ce qu'il faut, c'est, on verra aussi dans la deuxième partie de l'émission, on parle beaucoup de la culture de l'instant ici au bistrot des LOSC. Après une défaite, tout le monde tombe dans la sinistrose. Après une victoire, oui, tout le monde tombe dans l'euphorie. Il faut savoir raison garder et on verra prochain adversaire. Je voudrais revenir à ce que un de nos amis, là, je n'ai pas noté le nom. Maintenant, c'est vrai que ce qui est vraiment embêtant dans cette affaire-là, c'est la blessure de Jonathan David. Pour combien de temps, on ne sait pas. Ça, c'est vraiment ennuyeux. Ça, c'est le hic, quoi. Aux dernières nouvelles, Jonathan David aurait les ligaments touchés. Il en a au moins pour plusieurs semaines, voire même que sa saison est quasiment terminée. Alors ça, parce que le temps même s'il revient au bout de 4-5 semaines, le temps qu'il reprenne la totalité de ses moyens, je pense qu'on peut difficilement compter sur lui pour la fin de saison. Mais bon, on espère que ce sera moins grave que prévu, mais les indicateurs des médecins sont assez alarmistes.
Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions sur Internet, sur les réseaux sociaux? Tout a été dit quasiment. Après, c'est vrai que on a fait le match presque parfait, on va dire. Le deuxième but le loupé, de Bourak, l'arrêt de Navas sur Bourak, c'était magnifique. Ça aurait été le deuxième but, ça aurait été magnifique aussi. Un 2-0, ça aurait été clair, net et précis. Et au moins, il y aurait peut-être pas eu l'intercation entre Neymar et Diallo à la fin, parce que là, c'était une tension pas possible vers la fin. Après, ce qu'il y a, là, on dit sur les différents réseaux sociaux que le deuxième jaune de Diallo était scandaleux. Après, on va voir ce qui va se passer demain. Je crois, d'après ce que j'ai compris, le président de l'État va aller avec son dossier sur Diallo pour essayer de sortir enlever le deuxième carton jaune et donc le rouge, parce que c'est vrai, quand on regarde un peu la faute, il est pas dans le coup, hein, et puis on voit très bien toute la manipulation de Neymar vis-à-vis des arbitres, et les arbitres, comme dit superment bien Julien, Bastien, faut qu'il arrête, hein. Moi, le seul arbitre valable dans ce championnat, c'est une arbitre, et c'est Frappard. Pour moi, il n'y a pas d'autre arbitre à la hauteur du championnat de Ligue 1 pour l'instant à ce niveau-là. Ensuite, c'est vrai qu'on dit aussi que la VAR était occupée. Ça peut être aussi, hein, donc ça peut arriver aussi, mais bon, là quand même sur ce coup-là, ce serait quand même étonnant parce que ça fait quand même 2 fois. Hein. Mais bon, voilà. Après, voilà ce qu'il y a eu, c'est passé. Le principal, c'est la victoire. Et comme dit Christian, il faut gagner ces matchs, et c'est ça. Alors, vous connaissez mon sentiment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais la VAR ne prête qu'aux riches, hein, donc il ne faut pas trop compter dessus. Je vous propose un deuxième tour de piste sur ce match, hein, avec finalement, pour revenir un peu sur ces faits de jeu, donc les faits de jeu d'arbitrage, et sur les joueurs que vous voudriez mettre un peu en avant, à la fois à Lille ou à la fois à Paris, ou les joueurs qui vous ont déçus, en fait, parce qu'on a finalement eu un groupe, un collectif lillois contre des individualités parisiennes, et on a vu finalement une équipe parisienne très en difficulté par rapport à l'organisation lilloise. Donc, qui vous mettriez en avant dans ces éléments? Qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. Comme j'ai fini tout à l'heure, j'aurais peut-être plus de trucs à dire. Moi, je voudrais commencer par Maignan, parce que le tournant du match, pour moi, c'est la 15e minute. On prend le bouillon jusqu'à la 15e. C'est très, très dur, l'entame de match. Il fait cet arrêt qui est juste incroyable, parce qu'elle est au sol aussi vite. Encore une fois, c'est pour un mec d'1m90, c'est juste dingue. Derrière, il y a la série des doubles... Il y a les 2 fautes qui sont à peine... qui sont sifflées, mais peu sanctionnées. C'est là où David se blesse. Et là, ça sonne la révolte. C'est-à-dire que je pense que les mecs se disent « Attends, Maignan, il est encore dans un jour incroyable. Aucun cadeau ne nous sera fait aujourd'hui. Il va falloir aller le chercher, quoi. » Et à partir de là, à partir de la 15e, ça y est, le LOSC s'est mis en place et on a été vraiment super. Donc lui, Benjamin André, parce que j'ai adoré ses sourires, ses rigolades au visage de Neymar. Et André, qui a le sang chaud, n'est jamais sorti de son match. Et c'est pas forcément sa qualité première. Et je pense que c'est en partie grâce à lui que Neymar a pété les plombs. Et le troisième joueur que je voudrais mettre en avant, c'est Paredes, parce que Paredes, c'est un scandale absolu que ce mec finisse la première mi-temps. Et c'est aussi à cause de lui que j'en veux énormément à Guy Georges, à Patrick Sébastien, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, ça aura au moins le mérite d'être dit. Georges, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette analyse? Alors, côté Lillois, je voudrais remercier Kerrer d'abord, parce que c'est lui qui a fait le plus de passes aux Lillois. Elles sont toutes arrivées à bonne destination. Donc, je crois que Kerrer, on lui doit beaucoup sur ce match. Je le remercie encore. Non, côté Lillois, moi, on parlait du retour d'Ikoné, qui est décisif sur le but, qui a encore une magnifique inspiration sur la diagonale sur le duel de Bourak. Justement, c'est le Ikoné qu'on aime voir, qui tape beaucoup moins du ballon, qui est beaucoup plus direct. Et puis, justement, quoi, comme une revanche, malgré son carton rouge, Thiago Diallo, quoi. Vous vous souvenez du match qu'il fait en Coupe de France où on l'avait entendu dire derrière, il avait assumé, tout à son honneur. Et là, pour rendre un hommage en doublon, il a été au niveau de Reinildo, parce que Reinildo aussi, ils ont été énormes tous les deux. Et moi, en fin de match, il a fallu qu'on me rappelle que Mbappé et Di Maria étaient sur le terrain, parce que vraiment, je ne le savais pas. Et je crois que c'est en partie grâce à eux, quoi. Et après, mais c'est vrai que c'est très dur. Je pense que sur ce match-là, on peut tous avoir un
totalement différent parce que ça a été avant tout, je pense, un magnifique collectif, magnifiquement huilé. Et moi, j'ai même envie d'y associer Sanchez parce que même si c'est vrai qu'il y a eu du déchet, malgré tout, il a joué sur un poste qui n'était pas forcément le sien. Il a bouché un couloir. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, le boulot a été réussi. C'est vrai que dans les enchaînements, c'était pas ça, mais sur le taf défensif, il a été costaud, quoi. Christophe C, est-ce que tu as un avis complémentaire? Est-ce que tu veux mettre en avant d'autres joueurs ou d'autres faits de jeu? J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, j'ai trouvé que Ikoné avait fait certainement un de ses meilleurs matchs de la saison, avec Bamba à côté. Maignan, tout à l'heure, je l'ai déjà cité aussi. Puis, bon, Sanchez un petit peu en dessous, mais enfin, je n'ai même pas envie, quoi. Et du côté parisien, je m'en fous. Voilà. C'est très bien. Qui joue leur stade perso, ça me va très bien. Et puis voilà, je m'en fous. Ouais, c'est tout. Alors, pour l'instant, personne n'a parlé de Christophe Galtier. Christophe D, est-ce que tu veux en parler un peu? Est-ce que tu as un avis sur d'autres joueurs, d'autres faits de jeu? Des faits de jeu, on a dit le principal quand on parle de Paredes, qui n'a rien à faire sur un terrain de foot. Enfin, voilà, c'est catastrophique. Et juste un petit truc, c'est par rapport à Diallo, c'est dommage qu'il parle portugais, sinon il ne s'énerve pas comme ça. Mais sinon, voilà, c'est ce truc. Non, Galtier, il a fait un beau boulot parce que moi, j'avais déjà dit, j'avais dit sur notre fil entre nous, que je voulais jouer en 4-3-3. Ce que j'avais dit, je voulais qu'on joue compact, qu'on joue beaucoup plus compact que le match de coupe. On avait écarté, on avait laissé rentrer. Et ça, c'était pas possible, quoi. Et là, quand j'ai vu, même au début, quand on prenait le bouillon, alors, au début, ça me faisait peur parce qu'on jouait un peu à la Bielsa, quoi. On faisait la passe au gardien, qui faisait la passe à l'arrière droit, qui faisait une transversale pour l'arrière gauche. Je dis non, arrêtez les gars, c'est bon, on a le droit de faire autre chose. Mais ça a vraiment joué serré, ça solidaire, et vraiment on a empêché les Parisiens de courir. Vous n'avez pas vu Neymar faire un rush sur 30 mètres ou Mbappé partir sur 20 mètres. Non, ça n'est pas arrivé. Parce que les gars, ils sont collés, ils sont allés à l'épaule, ils sont allés à deux s'il fallait y aller. Et la charnière, qui n'est pas trop rapide, elle a bien été suppléée par les milieux et les deux latéraux qui sont venus couper quand il fallait, quoi. Donc c'était vraiment, vraiment très, très bien travaillé techniquement pour boucher ces axes, pour boucher les entrées sur les côtés et bien exécuté, quoi. Hein, franchement, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très, très belle tactique. Baptiste, tu as quelque chose à rajouter? Bah moi pour moi l'homme du match c'est clairement Christophe Galtier avec sa tactique incroyable. Il a fait comme Didier Deschamps à la Coupe du Monde 2018. Il a fait un 4-2-3-1, un 4-4-2 avec un milieu relayeur, donc en l'occurrence Sanchez qui revient et des Diallo qui n'est pas à son poste et pour essayer de contenir Mbappé. Et franchement, ça, c'est incroyable parce que, comme l'a dit Christophe, fallait pas non plus aller trop vers l'avant, etc. Fallait vraiment trouver un bon système de jeu pour contenir ces Parisiens. Et c'est clairement ce qu'a fait Christophe Galtier. Après, il y a aussi le milieu récupérateur qui m'a énormément plu. Soumaré André, pour moi, leur match, c'est digne d'une grande prestation. Et pour moi, je le dis honnêtement, mais André mérite l'équipe de France, au vu du match qu'il a fait. Et de toute façon, leurs qualités ne sont plus à louer, je pense, mais clairement, un super match de No Dog, incroyable. Christian, tu connais donc très bien Christophe Galtier. Oui. Est-ce que tu es surpris des résultats qu'il peut avoir avec cette équipe dans un contexte qui n'est pas facile, avec des joueurs qui partent tous les ans au mercato, avec une gouvernance qui a changé cet hiver? Comment tu expliques finalement ces résultats? Cette année, je suis quand même surpris, mais agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à un LOSC aussi fort, quoi. Et d'ailleurs, à ce propos, je suis triste pour vous, supporters. Vous avez une équipe extraordinaire qui ont fait des superbes matchs à regarder. Vous ne pouvez pas les voir. Ça, c'est vraiment malheureux. Mais Christophe, moi, il ne faut pas oublier que je l'ai suivi. Quand il est arrivé à Lille, je le connaissais un petit peu déjà parce que je le voyais deux fois par an quand Saint-Etienne venait jouer ou quand Lille allait jouer à Saint-Etienne. Il y a même une année, ça a été 4 fois quand Lens était en Ligue 1. C'est un mec qui a, comment je peux dire, l'autorité, la bienveillance. Il y a 2 supporters qui l'ont souligné. Il y a un sens tactique quand même. C'est pas moi qui vais discuter de la tactique. Je suis pas
pertinent en football, mais il sait analyser le jeu des autres équipes et prendre des équipes. Il a gagné des matchs où on se demande comment il a fait, quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose. En plus, quand il est arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes d'accord avec moi pour dire que le LOSC cette année-là est passé par une belle porte. Ah, on est d'accord. Hein, porte toulousaine, ouais. Sinon, vous auriez vu peut-être des derbys LOSC Tourcoing au Bouzbek. Hein, et quand il est arrivé là, il a redressé ça. On l'a vu, nous les journalistes, on l'a vu évoluer. Un travail pierre par pierre. En plus, il travaillait très bien avec Campos. Moi, quand j'ai vu qu'il est toujours un petit peu, des fois, pessimiste, quand j'ai vu partir Nicolas Pepe, je me dis, oh, zut, encore un très bon joueur, il laisse partir, ça va être une catastrophe. Boum, Osimhen arrive. Osimhen, à peine là, on le laisse repartir. Je dis, quelle catastrophe. Et là, je suis parti en retraite. Donc, je dis qu'ils se débrouilleront. Et donc, je suis quand même très, très étonné, quoi. Je suis très étonné. Le LOSC est premier. On est à 7 journées de la fin. Le LOSC est premier avec 3 points d'avance. C'est quand même assez extraordinaire. C'est la meilleure équipe. Je vais revenir sur naturellement. J'ai connu l'équipe du doublé. Naturellement, Rudy a fait le doublé. Mais Rudy avait bien profité du travail de Claude Puel avant. Galtier est arrivé dans c'était le vrai bordel, quoi. C'était un bordel sans nom. Et il a su très vite être efficace. Donc, moi, voilà. Et puis aussi, je vais citer un joueur que vous avez cité aussi. J'étais déjà supporter de lui, même s'il voulait jamais nous parler au point presse. Mike Maignan, c'est un gardien extraordinaire. Mike, c'est il est phénoménal. J'en veux pas, il voulait pas nous parler, mais il était tellement bon, je dis, t'as le droit de pas nous parler. C'est vrai qu'il a une réputation de taiseux. Mais on reviendra tout à l'heure sur les relations France Bleu avec les joueurs dans toutes les années que tu as connues. Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des interventions sur les réseaux sociaux? Alors, on a Section Lincel qui est sur Facebook qui dit que ça a été, pour lui, ça a été le meilleur joueur, c'était Benjamin André. C'est vrai que c'est le poumon de cette année. Ça a été un peu le D'Amico, on va dire. De l'époque, il court partout, et c'est vrai qu'on n'entend pas parler beaucoup de lui, et pourtant il est là. Et c'est vrai qu'il mériterait aussi une place en équipe de France. Mais après, ça c'est Didier Deschamps qui décide, hein, mais c'est différent aussi. Et on a aussi Rico qui dit sur Twitch, que dire, ils ont tous été excellents. Et c'est vrai qu'après il dit aussi, ce qui m'interpelle, c'est que nos joueurs qui quittent le LOSC sont ensuite moins bons. On voit Pepe, Osimhen, les joueurs qui quittent le LOSC sont beaucoup moins bons par rapport à ce qu'ils sont à Lille. Ça, est-ce que Galtier est pour beaucoup aussi? Est-ce que c'est un entraîneur hors pair, en espérant qu'on le garde jusqu'à au moins quelques années? Et ce sera parfait. Hein. C'était le cas aussi dans le passé, quand même. Enfin, je me souviens de Bonne-Mère. Enfin, toute la génération, la première Vaïd qui est partie, les mecs il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Souvenez-vous de Keita à Lyon, il a été rebaptisé Keitastrophe. J'ai pas de souvenir. Paradoxalement, c'est souvent des joueurs qui avaient été assez discrets à Lille, qui ont réussi des grosses carrières, comme Aubameyang. Non, défenseur central brésilien qui a joué au Bayern de Munich, Dante, voilà. C'est souvent des joueurs, ou Aubameyang qui finalement très peu joué à Lille, quoi. Mais ils avaient 18-19 ans, oui, c'est ça. Juste pour finir sur le PSG, j'ai une anecdote. J'ai un très bon copain qui joue en équipe de plus de 35 ans du PSG, donc on ne peut pas le soupçonner d'être fan du LOSC. Et il me disait justement lors du match qu'il trouvait que Lille jouait hyper bien. C'est juste pour contrebalancer un peu l'avis de certains journalistes, qu'ils soient régionaux ou nationaux, qui ont fait un peu la fine bouche après ce match, qu'un supporter du PSG, un vrai supporter du PSG te dise qu'est-ce que ça joue bien à Lille. Je pense que ça en dit long quand même sur ce à quoi on a assisté samedi à 17h. Voilà, bien évidemment que ça joue bien à Lille. C'est une évidence. Il est 21h03. Je vous propose de terminer sur ce match PSG-Lille, de passer à la deuxième partie de l'émission. Donc, un point sur l'avenir du club qui passe par une première rencontre le week-end prochain contre Metz. Donc, on a appelé ça
Paris vaut bien une messe, vaut bien un Metz, on paraphrase Henri IV, alors qui avait prononcé cette phrase pour devenir roi de France, donc nous on va la prononcer pour devenir champion de France, ça paraît logique. Avant de rentrer sur ce match, finalement, c'est un match qui a un rendez-vous important parce qu'il faut finalement capitaliser sur le match de Paris. Je disais il y a quelques jours que la victoire à Paris était... je vais faire référence au Tour de France, ça va te faire plaisir, Christian. C'est comme une étape de montagne, en fait, le final du championnat de France, une étape avec plusieurs cols. On vient de passer le Tourmalet en tête, hein, et il ne faudrait pas maintenant qu'on cale dans les cols de deuxième ou troisième catégorie. Il faut aller au bout, et on a encore quelques échéances qui peuvent paraître faciles et qui ne le sont pas forcément. Alors, que pensez-vous de ce match contre Metz? Qu'est-ce que vous en attendez? Quelles sont vos craintes? Qui veut commencer? Baptiste, peut-être? On a perdu Baptiste. On a perdu Baptiste. Je suis là, désolé. Excusez-moi. Mais ça va être un gros match, je pense. Un gros match. Enfin, c'est une équipe qui, certes, perd un peu sa surprise niveau tactique actuellement, qui pêche un peu actuellement d'ailleurs à recoller les places d'Europe. Je pense que Julien pourra développer niveau score. Mais ça va être un gros match, je pense, avec une envie quand même d'aller chercher le titre pour Lille. Ça va être 7 matchs, 7 finales, et j'espère en tout cas cette victoire. Et c'est une équipe d'ailleurs qui joue en bloc bas, qui a l'habitude de jouer à 3 défenseurs comme Monaco en situation offensive et 5 défenseurs en situation défensive. Donc ça va être un bloc bas, encore une fois, mais avec une réelle envie de jouer, contrairement au match face à Strasbourg, face à Brest, face à Nîmes. Et donc je pense réellement que le LOSC peut aller faire un résultat et tenir cette première place encore jusque la fin du championnat. Alors Metz, c'est une équipe solide, hein. Elle est au classement, elle a 7 points, elle est 9e, elle a 42 points, 7 points de retard sur le 5e, elle a 13 points d'avance sur le barragiste. Comme dirait l'autre, ça sent un peu le ventre mou, et ses statistiques de buts marqués vont un peu dans ce sens-là. Elle a 36 buts marqués depuis le début de saison, donc elle est 14e attaque. Elle a 36 buts encaissés, donc c'est une solide défense, ils sont 6e. À quel type de match il faut s'attendre à Metz, Georges? Moi, j'ai dans l'idée, est-ce que ça va être un bloc bas? Je n'en ai pas moins d'idée, mais je considère quand même que dans la logique, mathématiquement, pour eux, il y a encore un petit espoir je ne sais pas combien de points ils sont de Lens, mais 7 points. 7 points, donc c'est très loin, mais je pense que quand même dans tout ça, connaissant Antonetti, le joueur, peut-être qu'il y aura l'envie d'aller quand même essayer de chercher les 3 points, parce que un match nul, à mon avis, ça ne leur servirait pas à grand-chose. Et de ce fait, je ne suis pas sûr qu'on ait forcément un Metz qui joue bloc bas, ce qui pourrait être un avantage. Maintenant, comme j'avais dit la semaine dernière, après avoir brillamment pronostiqué la victoire du LOSC à Paris, le match que je craignais le plus, c'était le match d'après. Et ça ne change pas. Je pense que ce match de Metz va nous permettre, même si c'est un bloc bas, de voir finalement si ce qui s'est passé contre Paris, c'est juste un exploit ou si c'est vraiment un déclic. Christophe C. Alors, ce match contre Metz, comment tu le vois, sachant que Metz avait ce soir même une échéance capitale en Coupe de France, il rencontrait Monaco à Monaco. Alors, le match vient de se terminer, je pense. Tu as le résultat, Christophe? Oui, Monaco gagne au tir au but. Ils ont fait un match costaud, ça fait 0-0 à la fin du temps réglementaire. Ils n'ont pas du tout réalisé la même prestation que samedi pour leur dernier match. Ça a été costaud, mais ça joue au foot, hein, comme nous disait Georges à l'instant. Voilà, je pense que les adversaires qu'on va avoir à affronter sur les 3 prochains matchs jusqu'au Lyon sont de belles équipes qui jouent au foot, que ce soit donc Metz pour le prochain match, Montpellier, Lyon. C'est des équipes qui aiment le football quand même, donc voilà, même si c'est des équipes qui jouent bas, c'est des équipes qui jouent au foot, qui pensent foot. Et voilà, et en plus, on va affronter quelqu'un que j'aime bien, Antonetti. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, il a eu des soucis en plus, voilà, donc une petite pensée pour lui. Ça fait partie des coachs que j'aime bien suivre encore dans notre championnat. Christian, tu as connu Fred Antonetti, entraîneur à Lille. Tu avais une bonne relation avec lui? Oui, mais ça a été très court, hein, quand même. Oui, une année et demie. J'aime bien les entraîneurs à personnalité, hein. Mais moi, mes trois fétiches, pardon, c'est Christophe, Rudy et Vaïd. Et je mettrai à part
un garçon qui, pour moi, était un grand entraîneur aussi, mais ça s'est mal passé à la fin, il était devenu parano, c'est René Girard. D'accord. René, les journalistes, sa fin de carrière au LOSC, ses rapports avec journalistiques, elles étaient terribles. Voilà. Mais pour revenir sur le match de Metz et sur la fin du championnat, moi j'ai envie de dire mon côté pragmatique. Lille est la seule équipe qui peut se dire, c'est la seule, qui peut se dire, si je gagne tous mes matchs, je suis champion. Il y a qu'elle qui peut dire ça, parce que les Ils autres, ont le destin en main, ouais. Ils doivent, voilà. Donc, à partir de là, il faut essayer de gagner tous les matchs. Et si on se dit que c'est pas parce que on a battu Paris que battre Metz, ça va être facile, mais ce sont des professionnels. Et à ce niveau-là, je pense à ce niveau-là qu'un garçon comme Christophe Galtier, il sait bien, comment je pourrais dire, mener ses troupes. Hein. Voilà, comme Rudy d'ailleurs. Rudy qu'on a beaucoup critiqué, mais Rudy pareil. Alors c'est vrai que sur les derniers matchs, on avait vu un certain relâchement des résultats finalement liés à la fois peut-être à la fatigue physique, à la décompression par rapport à des adversaires un peu plus faibles. Là aujourd'hui, on est face aux différents cols que j'évoquais tout à l'heure. Christophe D, tu crains ces matchs contre des adversaires soi-disant plus faibles, mais qui restent quand même encore motivés par les résultats, parce que Metz pouvait avoir finalement avant la rencontre un double objectif, la Coupe de France et la 5e place. Là maintenant, c'est tout pour la 5e place. Ouais, non, moi j'avais dit il y a longtemps, je crains pas. Je suis content qu'on ait des matchs serrés, pas des matchs contre des gens qui sont 15-16e, qui n'en ont rien à faire et puis qui font le match de leur vie. Non, je préfère avoir des équipes concernées, c'est toujours mieux. Puis j'allais dire un truc par rapport à Metz. On va avoir l'avantage sur eux, c'est qu'ils vont avoir du mal à s'acclimater au climat messin, vu qu'ils viennent passer une semaine sur la Côte d'Azur. Là, je pense que c'est bon. Ils vont être un peu frigorifiés. Ça, c'est pas con, ça. Et non, mais par rapport à Metz, je les ai vus jouer contre Monaco. J'ai vu la première mi-temps. J'ai pas vu la deuxième. Et franchement, ça joue bien. Ça joue bien. Ils ont 2 milieux relayeurs pas mal. Ils ont un espèce de joueur qui joue en 10. Alors, c'est un 10 moderne, mais c'est vraiment un 10. Il joue derrière 2 attaquants. Il est très, très bon. Je pense que lui, il faut vraiment le marquer, l'empêcher de jouer. Et après, forcément, vu qu'il joue comme ça, qu'il se projette un peu, et ben, si on a la même niaque que contre Paris, qu'on arrive à récupérer des ballons hauts, on pourrait se projeter assez vite, quoi. Donc, non, c'est super. C'est super. Ça va jouer, c'est bien. Sauf erreur de ma part, il ne reste plus qu'Arnaud pour intervenir. Arnaud, tu as ton avis sur ce deuxième rendez-vous, enfin sur ce premier rendez-vous après Paris, qui devient finalement vital comme les 6 suivants? Oui, c'est ça en fin de compte. Il faut pas louper des matchs comme ça. C'est comme on a fait contre Nîmes en fin de compte. Là, on a perdu beaucoup contre Nîmes. On aurait pu le payer si on avait perdu contre le PSG. Heureusement, on a gagné contre le PSG. Faut pas refaire la même chose que contre Nîmes et perdre contre Metz. Mais Metz, je viens de regarder les résultats justement. À domicile, actuellement, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, 1 nul, 1 victoire. Donc, et 3 défaites d'affilée. Ils sont peut-être dans le creux de la vague pour l'instant, mais après, ils ont perdu contre Strasbourg chez eux, contre Angers chez eux, et contre Rennes chez eux aussi. Donc, ça, c'est les 3 derniers. On va essayer de faire la même chose et de gagner là-bas pour essayer d'espérer et de creuser l'écart face au PSG et face à Lyon et Monaco surtout. Alors, les Messins sont un peu fatigués depuis ces dernières semaines. Il y a quelques semaines, ils étaient vraiment à la colle avec nos voisins lensois pour la 5e place. Et là, ils sont effectivement un peu décrochés. 7 points, ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a des avis des internautes sur les réseaux sociaux? Alors, non. Aurait-on gagné contre le PSG avec autant de hargne si nous avions gagné contre Nîmes? Ça c'est aussi. Il y a simplement ça, mais après contre Metz, non, on n'en parle pas pour l'instant. D'accord. Comme j'ai pas parlé du match, juste une chose que je trouve très rassurant, c'est cette anecdote qui veut que après quelques minutes à crier, à chanter, à se prendre en vidéo dans les vestiaires, c'est Maignan qui a pris la parole et qui a dit les gars, on n'a rien fait, il reste 21 points et je pense que
c'était important pour lui d'intervenir parce qu'il fait partie des ex-parisiens qui étaient forcément un peu plus motivés pour ce match, comme Ikoné, comme Soumaré, et que lui intervienne pour dire attendez, on a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que c'est bien. Et donc, pour répondre à ta question, j'espère que ce sera un vrai changement en termes d'état d'esprit et que maintenant, ça y est, pour eux, le sprint est lancé, ils vont aller jusqu'au bout. Et en revanche, contrairement à certains autres, moi, j'ai aucune certitude pour cette équipe de Metz parce que pour le coup, elle sait jouer au ballon, elle a beaucoup de jeunes très talentueux et en même temps, je ne suis pas capable de dire s'ils vont bétonner ou pas. Donc, écoute, j'attends de voir, mais j'ai aucune certitude sur ce match. Pour rebondir sur le côté très lucide de Maignan, c'était aussi l'interview de Benjamin André après le match, à chaud, sorti du match, où la question qu'il lui faisait, alors on a fait un grand pas vers le titre, et il a répondu non, on a pris 3 points. Je pense que c'est un peu ça aussi, quoi. Là, ils sont... Alors, on a évoqué le sprint final. C'est une jolie transition pour passer à la 3e partie de l'émission, à la découverte de Christian Palka, donc échange avec les supporters du LOSC. Donc, Christian, maintenant, on va s'occuper de toi, bien gentiment. J'ai une première question. Comment... Oui, vas-y. Tu fais allusion à la fin de championnat. Ouais. Tu compares ça à un sprint, un long sprint. Il y a une règle sur les sprints, un dicton. Le sprint, il faut toujours le lancer le plus tard possible, mais toujours avant les autres. Écoutez, regardez la philosophie. Il faut partir le plus tard possible, mais toujours avant les autres. Et là, vous gagnez. Donc voilà. Donc, méditez ça. Je vous écoute maintenant. Tu ne vas pas échapper alors à cette nouvelle question. C'est à cette journée de la fin, est-ce que c'est suffisamment tard pour lancer le sprint sans trop de danger, selon toi? Ou est-ce qu'ils auraient peut-être dû attendre un peu plus tard? Ils ont 3 points d'avance. Ils ont 3 points d'avance. Bon, j'ai noté aussi qu'ils avaient, par exemple, par rapport au Paris Saint-Germain, ils ont un moins bon goal average, hein. Tout à fait, ouais. Ils ont un point de finant, ils n'ont que 2 points. Écoutez, il vaut mieux avoir les 3 points d'avance que le retard. Voilà. D'accord. Bon, donc voilà, on ira. Il faut les supporters aller à Saint-Tritote de temps en temps quand vous passez avant de vivre. On y va très régulièrement, ce qui explique peut-être les résultats du LOSC cette année. Donc voilà, je voulais commencer par lancer la première question. Après, je sais que nos collègues piliers du bistrot ont préparé quelques interventions. Ouais. Première question, c'est: tu étais coureur cycliste professionnel, hein, tu as couru avec Luis Ocaña, je crois. J'étais équipier d'Ocaña, oui. Équipier d'Ocaña. Comment on passe de coureur cycliste professionnel à commentateur de matchs de foot sur France Bleu? C'est le hasard. Je n'étais pas destiné à faire ça. Quand j'ai arrêté de courir, j'ai toujours fréquenté les journalistes. Je les connais depuis toujours. L'histoire des journalistes de La Voix du Nord, les journalistes sportifs, je connais à France 3 avec Jean Crénon, avec Claude Laplot, je les fréquentais quand j'étais coureur, je les ai fréquentés après d'être coureur. C'était une autre époque qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de confinement. À La Voix du Nord, ils avaient un bar, on allait boire des pots. Moi, je ne travaillais pas dans la presse, mais j'étais copain avec les journalistes. Et puis, il y a eu la création de Fréquence Nord en 1980. Et Jean-Pierre Mortagne a pensé à moi pour faire appel, pour lui servir de chauffeur et de guide, surtout en 1982, la première année où Fréquence Nord fait le Tour de France. C'est la première locale de France à avoir fait le Tour de France. Et Jean-Pierre ne connaissait pas le Tour. Moi, j'avais déjà fait des tours comme suiveur avec La Redoute, avec Philippe Crépel. Puis je connaissais le milieu quand j'étais ancien coureur. Et Jean-Pierre, il a fait appel à moi pour l'aider et c'est ce que j'ai fait, quoi. Et puis après, j'ai fait 29 tours comme suiveur. Et donc, j'ai fréquenté la presse. J'ai commencé à monter à France Bleu à la demande de Jean-Pierre un système. C'était pas comme aujourd'hui, hein, un système on donnait, il y avait une émission le dimanche soir des sports, et on donnait tous les résultats
jusqu'en régional. Ça faisait beaucoup de résultats à aller chercher. Et moi, je m'occupais de ça, j'allais monter un réseau. Puis petit à petit, j'ai fait des chroniques, et puis un jour, je me suis retrouvé journaliste titulaire. Après avoir fait longtemps été pigiste, journaliste titulaire. Et bien là, j'ai dû me mettre au foot. J'ai dû. Mon mérite, c'est d'avoir de pas m'être dégonflé, quoi. Mais j'avais pas le choix. Donc j'ai commencé à faire les matchs avec Jean-Pierre, et puis après j'ai fait à ma mode. J'avais une façon très particulière de commenter les matchs. Je suis d'accord. J'étais pas un spécialiste, mais je vais vous dire quelque chose. Pour moi, le meilleur commentateur de foot en France actuellement et depuis longtemps, c'est d'une autre radio. Il s'appelle Jean Rességuier. Jean Rességuier d'RMC. C'est le meilleur. C'est le meilleur parce que il a le ton. Il connaît parfaitement le foot. C'est un passionné. Il a tout pour lui. Il y a un rythme de commentaire extraordinaire. Il ne se trompe pas. Il y a une vision chaude très loin. Bref. Le seul problème, je vous mets au défi. Faites une fois l'expérience. Je vous mets au défi. Mais maintenant, les matchs sont plus en intégrale. Donc, mais avant, c'était des matchs en intégrale. Je vous mettais au défi d'écouter Jean Rességuier en intégrale pendant 45 minutes. C'était pas possible. Vous attrapiez une tête comme une... Tellement il était bon, mais ça allait trop vite et tout. Donc, avec moi, c'était tout à fait différent. Tout à fait. Et j'ai combien... Ça, c'est l'anecdote qui me faisait le plus plaisir. J'ai combien de copains supporters de foot, quand ils montaient dans la bagnole, et bon, ils devaient voyager pendant le match. Bon, on va mettre le match. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs qui m'ont dit, bon, leur femme disait, si tu mets le match, mais tu ne mets pas le cas. Hein. Parce que la femme avec moi, je savais qu'elle allait un peu... c'est le cas de ma mère. Découvrir autre chose. J'ai des copains de vélo. Quand qui me disaient, Palcuche, c'est tout le monde, mais ceux qui me connaissent bien m'appellent Palcuche. Palcuche, tu nous emmerdes avec tes commentaires, tu nous emmerdes. Maintenant, les mêmes copains, ils me disent, oh, dans le fond, on te regrette un peu, avec tout, on s'ennuyait pas, le temps il passait vite. Voilà, donc c'est tout. Il en faut pour tout le monde, et puis c'est tout, quoi. Moi, j'ai fait ça comme je pouvais, comme je... Alors, j'étais pas... Les gens disent que j'étais un passionné, c'est faux, j'étais pas un passionné. Gervais Martel me disait toujours, quand je t'écoute commenter un match, j'ai l'impression que c'est la finale de la Coupe du Monde. Je regarde le match et je t'écoute. Je regarde le match, c'est un match pourri, qui n'a rien à voir, et toi tu t'excites sur des trucs. Donc, voilà. Alors il y a des gens qui ont été sévères avec moi, et notamment des supporters du LOSC. Hein. Il y a des gens qui ont été sévères avec moi. J'ai jamais répondu. La seule fois où j'ai répondu, c'est mon fils, où je me faisais attaquer, mais méchamment. Sur les réseaux, et c'est mon garçon qui m'a dit, il faut que tu répondes. Donc une fois j'ai répondu, j'ai fait, naturellement j'étais catalogué par les Lillois, un supporter de Lens, plus que supporter, quoi, porte-parole de Lens, hein, ça bien évidemment. Jean Crénon, vous avez connu Jean Crénon? Ouais. Jean Crénon me disait toujours, on me dit je suis supporter de Lens, et on me dit que il y en a qui me disent que je suis supporter de Lens, il y en a qui me disent je suis supporter de Lille, et moi je leur répondais non, je suis supporter valenciennois. Moi, une fois j'ai croisé dans un derby Lille-Lens, j'ai eu des mails de reproches sur le même match, des gars qui me disaient que j'étais pro-lillois, et des gars qui me disaient que j'étais pro-lensois. J'ai croisé les mails, j'ai envoyé les mails des gens qui me disaient que j'étais pro-lillois. Vous avez compris, j'ai inversé tout ça. Je dis, mettez-vous d'accord, les enfants. Je suis pro-lillois ou pro-lensois. Donc ça,
Voilà, mais ça, au début, ça m'a affecté. Et à la fin, je regardais plus les réseaux sociaux. Donc, à la fin, voilà, c'était comme ça. On peut pas plaire à tout le monde. Alors, ça va être dur de te poser des questions, Christian, parce que tu réponds. Non, allez-y. Julien, est-ce que tu voulais dire? Non, n'ayez pas peur. Alors, moi Christian, je t'ai écrit un texte. Alors, comme tu l'as dit, ma mère t'adore. Elle aimait rien d'autre que revenir de vacances, arriver vers Amiens où ça commençait à capter France Bleu Nord pour t'écouter commenter quand on rentrait de vacances, et elle t'adorait. Alors, pour cette raison-là, je t'ai écrit un portrait. Alors, c'est un portrait au vitriol, mais je te le lis. D'accord. À une époque où les journalistes se ressemblent tous, plus sensibles à la trajectoire de leur courbe d'audience qu'à la nécessaire objectivité qu'ils doivent à leurs auditeurs, le départ à la retraite de Christian Palka, plus humain et spontané que n'importe quel autre journaliste sportif régional, marque la fin d'une époque. Mais peut-on pour autant se dire que finalement, c'était mieux avant ? Une chose est sûre, c'est un plaisir non dissimulé pour nous de recevoir ce soir l'ineffable, l'inénarrable, le truculent Palcuche. Car il est fort possible qu'il existe finalement deux Christian, Dr Palka et Mister Palcuche. Mister Palcuche, c'est peut-être le grand-père du génial Jeff Tuche. Plus cycliste que footballiste, il a pourtant été la voix du foot dans le Nord pendant près de 30 années. Durant sa trépidante carrière, Mister Palcuche a élevé au rang d'art l'approximation. Il était capable de confondre à l'antenne les joueurs guingampais et boulonnais jusqu'à se rendre compte que le gardien breton ressemblait étrangement à Bédénic, le portier de la Côte d'Opale. Sa force dans ce genre de situation ? Il dit et assume son erreur avec un naturel déconcertant, puisque finalement, les couleurs sont les mêmes et certains joueurs se ressemblent finalement tellement. Mais Mister Palcuche a fait bien plus encore. Il a réussi à faire monter en national cette même équipe de Boulogne-sur-Mer en annonçant à tort le nul de Raon-l'Étape au stade de la Libération. Envahissement de terrain, cris, chants ont marqué cette montée qui pourtant n'arriva jamais, en tout cas pas lors de cette saison 97. Finalement, Mister Palcuche, c'est le Nord qu'on aime, qui sent la frite chaude et la bière tiède. Palcuche, c'est la fête, les tacles et la mauvaise foi, car toujours il a assumé son chauvinisme. Une radio régionale se doit de supporter ses équipes, point final. Mais de l'autre côté, on a Dr Palka. Dr Palka, quant à lui, est diplômé S-pragmatisme, avec une spécialisation en bon sens. Son credo, toujours rester calme. Il ne faut surtout pas s'emballer. Le football, c'est un sport d'équipe et il faut un esprit de groupe pour gagner. Sans ça, pas de victoire. Son autre leitmotiv, la Ligue 1 est supérieure à la Ligue 2, raison pour laquelle il ne sert à rien d'en faire des caisses avec Lens en Ligue 2 quand le LOSC troste les premières places du championnat. Car il ne faut pas faire la fine bouche. Combien de fois a-t-il recadré ses collègues dans Tribune Nord pour rappeler cette règle simple et essentielle à coup de « Messieurs, soyons sérieux !» Dr Palka s'est déployé des trésors de pédagogie pour expliquer avec des mots simples les choses les plus complexes. Il redéfinit toujours les mots qu'il estime compliqués par respect pour ses auditeurs afin d'être certain d'être compris. Je n'ai jamais entendu quelqu'un expliquer aussi simplement le foot business que Christian Palka. Je le cite. Il faut qu'il y ait de l'argent. Il faut que les actionnaires touchent un peu de dividendes. Ça, on le dit pas, mais c'est une vérité. Et puis, on a les recettes avec les droits télé, les recettes guichets et la vente des joueurs. La vente des joueurs avec leur plus-value compte de plus en plus dans la gestion des clubs. Le LOSC est le club qui applique le plus ce système. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est du Palka. Alors finalement, qui de Palcuche ou de Palka nous manque le plus ? Certainement beaucoup les deux. Alors pour finir, je citerai ce célèbre vers de Lamartine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Écoutez, oui. Bravo. Alors déjà, bravo. Je trouve que vous avez un vrai talent de chroniqueur. Parce que je sais ce que c'est que faire une chronique. Et vous aviez le bon ton. Vous me dites au vitriol. Je n'ai pas vu de vitriol là-dedans. Ce que vous avez dit là, j'ai trouvé ça très sympa. D'abord, j'ai souri même plusieurs fois. Et c'est exactement un beau portrait.
Je vais essayer de m'expliquer vite fait sur les 2 trucs sur Boulogne. Parce que les 2 trucs sur Boulogne. Guingamp-Boulogne. J'arrive à la bourre. Déjà, première faute. On n'a pas le droit d'arriver à la bourre. Je fais ma feuille de match en vitesse. Je revois les up. À Boulogne, l'ailier droit, enfin l'attaquant côté droit, il s'appelle Christian Kinkela, c'est un black, chauve, et il y a le numéro 26. On est d'accord? À Guingamp, le défenseur qui est face du côté de Kinkela, il s'appelle, son prénom, j'ai perdu son prénom, il s'appelle Vergerol, il est black, il est chauve, et il y a le numéro 26. Boulogne, Guingamp, Boulogne, le maillot de Guingamp, c'est le maillot de Boulogne. Donc Boulogne jouait en maillot jaune, et Guingamp, mais ça je ne savais pas, je n'avais pas regardé, j'étais arrivé. Et donc pendant longtemps, j'ai vu cette attaque, croyant voir Kinkela aller sur le gardien. Et c'était pas Kinkela, c'était Vergerol. Et quand j'ai vu Bédénic, que lui je connaissais bien de visage, et je l'ai bien vu sortir, je dis, mais qu'est-ce que c'est Et là, comme tu l'as expliqué, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là Kinkela est en train de frapper Et là, j'ai réalisé, mon voisin, il me dit. Et là, j'ai compris. Et le deuxième truc où j'ai fait monter Boulogne, c'était à l'époque. Alors là, c'est très très vieux. C'était à l'époque où j'ai ramené les résultats. C'est Fabrice Poiblot. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Fabrice Poiblot. Il a animé Multisport à l'époque à Fréquence Nord. Moi, je lui ai amené les résultats. Et donc, il y avait ce match, c'était le dernier match de la saison à Rend-l'Étape, je crois. Je ne me rappelle plus ce qu'il fallait que Boulogne, que Rend-l'Étape fasse. Soit que Rend-l'Étape perde ou fasse match nul, je ne savais plus. Et on arrivait en fin de match, il y avait 6 minutes d'arrêt de jeu. Et Poiblot, il envoyait toujours Ahmed pour qu'il me demande le résultat. Ben, je dis, j'attends. J'avais un contact dans le stade de Rend-l'Étape, le gardien, que je m'étais mis d'accord avec lui. Dans la semaine, j'appelais le gardien, il me disait, il reste, c'est fini, normalement c'est fini. Et Poiblot, il gueulait, il insistait. Et donc, j'engueule le gardien, je dis, alors c'est fini ou c'est pas fini? Ça fait 6 minutes de temps. Oui, il me dit, oui, c'est fini, il va siffler. Mais il va siffler. Donc, je dis à Poiblot, c'est bon, match nul, je sais plus le résultat que c'était. Donc, ce résultat-là faisait que Boulogne montait. Manque de peau, à la dernière seconde, il marque un but. L'équipe de Rend-l'Étape l'équipe de Rend-l'Étape marque un but, donc elle gagne le match et c'est elle qui monte. Voilà. Et ça m'a suivi. Et Jacques Watté, qui est mon ami maintenant, Jacques Watté, président de Boulogne, ça a été une grosse personnalité, Jacques, on a failli se battre. Parce que moi, j'étais pas au stade. Moi, j'étais en studio. Celui qui était au stade, c'était Vincent Delcroix. Alors lui, les gens sur le stade faisaient la fête et ils attendaient que Vincent Delcroix donne le résultat. Il y avait que lui qui allait avoir le résultat par mois. Et quand Vincent Delcroix a entendu Poiblot dire « c'est fini, Boulogne est qualifié », la foule a envahi le terrain. Et 2 minutes après, marche arrière, et Vincent Delcroix, qui était animateur chez nous, a failli se faire lyncher. Ça a été mal pour lui. Ouais, ça c'est mieux. Hein. C'est une belle anecdote en tout cas. Georges, est-ce que tu as une question à poser à Christian? Non, je suis plus dans l'anecdote aussi. Je voulais dire quand même que vis-à-vis, Christian, c'est vrai qu'on l'écoutait beaucoup à la radio. Et pareil, moi, c'est mes enfants qui adoraient. Et Christian, moi, ça me rappelle, je fais le lien avec. Moi, c'est une espèce de Madeleine de Proust, Christian, parce que je me rappelle que quand j'étais gamin, je suivais la première division à l'époque. On parlait pas de Ligue 1 sur le multiplex de France Inter avec Jacques Vendroux et Pierre Loctin. Pierre Loctin, Et justement, à l'époque, Julien
un peu abordé, c'était des correspondants locaux et tous ces correspondants n'étaient pas nécessairement non plus des spécialistes du football, mais c'était comme ça des personnalités qu'on aimait entendre. Enfin, je veux dire, ils faisaient le spectacle autant qu'à l'époque il n'y avait pas de télé, donc c'était quasiment le seul recours pour suivre la première division. Et il y avait des gens, je me souviens, à Nîmes, il y a un type qui s'appelait Max Provence qui était incroyable. Et je trouve que Christian, il a un petit peu de cette trempe-là, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des espèces d'hologrammes qui sont interchangeables d'un stade à l'autre, et alors que là, on avait vraiment des gens un petit peu. Donc réécouter Christian, moi, c'était aussi repartir dans cet univers-là où justement on sortait, c'est vrai, de gens comme Jeannot Rességuier, c'était une autre vision des matchs. Et alors moi, c'est deux petites anecdotes. La première très rapide, j'ai beaucoup aimé quand je suivais Tribune Nord au moment où justement avant Galtier, on était coaché par Bielsa, et il y avait une espèce, Bielsa, c'est quelqu'un qui dégageait une espèce comme ça de mysticisme. Enfin, c'était incroyable, et parce que simplement Mourinho avait précisé que c'est pas Mourinho, Guardiola avait dit que c'était un des meilleurs joueurs, enfin le meilleur entraîneur du monde, et il y avait une espèce d'adulation. Et personne n'osait dire, c'est un peu comme ces artistes, vous savez, qui peignent des trucs avec la queue d'un âne, et comme ils sont tellement reconnus, personne n'ose dire. Et Christian Palka, c'est le premier que j'ai entendu dire quand même, mais Bielsa, il fait n'importe quoi. Et c'était cette espèce de crime de lèse-majesté qui était celui du bon sens. C'est le mec qui serait rentré justement dans cette galerie où il y avait la peinture de Dan, mais c'est de la merde votre truc. Et il y avait ce côté-là que j'ai beaucoup aimé, cette espèce de bon sens. Et alors moi, ma petite anecdote, elle rejoint un peu celle de Julien, c'est justement un match où j'écoutais Christian, je rentrais du boulot au mois de décembre, c'était un Lille-Le Havre. Et au moment où je prends le volant, le match était commencé, ça fait un but partout. Et j'écoute Christian, et tout d'un coup, paf, il m'évoque Vitek qui marque. Lille mène 2-1. Waouh, super content, je continue à rouler. Je fais une halte essence, et là, j'appelle le fiston pour lui dire, alors le deuxième but du LOSC, il est comment ? Il me fait quel but ? Je fais Vitek, a marqué. Non, Vitek a tiré dans le petit filet. Et 10 minutes plus tard, Christian a réalisé sa boulette. Et je me suis dit que grâce, puisque le happy end, c'est que le LOSC a quand même gagné le match 3-1. Ça m'est arrivé. Le vrai happy end du match, finalement, les auditeurs de France Bleu, on a gagné le match 15 minutes avant tout le monde. Tu te souviens de ce match-là, Christian ? Oui, non, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. J'avais du mal. J'avais du mal à rester concentré pendant 90 minutes. Si par exemple, je perdais mon stylo ou un truc comme ça, alors il y a des moments, je quittais le match, il suffisait qu'il se passe un truc que je ne voyais pas, quoi. Ça, c'est une chose. Et puis c'est vrai que sur certains stades, je peux vous dire, sur certains stades, on est très loin. On est très loin de la zone de vérité, de la surface de réparation. Et donc, quand vous êtes en intégrale et tout seul, quand il y a un truc que vous n'avez pas vu et qu'il faut vérifier, vous ne pouvez pas le faire étant donné que vous êtes tout seul. Quand on est à deux, c'est beaucoup plus facile. Donc, moi, j'avais un problème, mais pas un problème, mais j'avais des fois un problème de vue. J'avais des fois un problème de vue de loin. Donc, voilà, mais je retombais sur mes pieds. Non, mais il y en a eu 2-3 sévères quand même. C'est vrai que j'avais pas vu, quoi. Celle que vous racontez, monsieur, je me rappelle. J'avais pas vu. Bon. Enfin, Christophe C, est-ce que tu veux poser une question à Christian ? Alors, avec grand plaisir, oui. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est des petites questions qui vont vous amener, j'espère, à nous raconter une petite anecdote. Je voudrais revenir sur une interview que vous avez donnée à Grand Lille TV en octobre 2019. Avez-vous trouvé le temps de glander ? C'était un de vos rêves pour la retraite. Et du coup, avez-vous pu profiter de ce moment libre pour lire Keane d'Alexandre Dumas ? Alors, tout ça a un lien ensemble, en fait. Alors forcément, vous aviez raison, avec Bébel, l'accroche, c'était le sport. Quel moment quand même, rencontrer Bébel, pour vous et pour nous aussi. Donc, racontez-nous un petit peu, si vous avez encore en tête cette anecdote de votre rencontre avec Belmondo. Rencontre avec Belmondo, oui, c'est vrai que tout
tout par-delà. Enfin, beaucoup de choses. Je suis pigiste. Et donc, je commence à faire du commentaire. Avant, j'étais chroniqueur, simplement. Chroniqueur, c'est ce que le monsieur a fait. C'est comment le monsieur qui a fait le papier sur moi, là ? Julien. Chroniqueur, c'est ce que Julien a fait. Et Julien, il a fait une chronique sur moi. Voilà. Très bien. Ben, moi, j'étais chroniqueur. J'avais une chronique qui s'appelait Sportez-vous bien. Et donc, je travaillais dans une boîte. Et puis, la boîte a déposé le bilan. Je me suis retrouvé au chômage. Et au lieu d'aller faire mes chroniques le soir, ben, j'allais dans la journée. Et je me suis très vite aperçu qu'il manquait toujours 2 sous pour faire un franc. Il manquait toujours quelqu'un. Donc, je me suis dit, je vais apprendre à monter. Je vais apprendre à faire du montage et tout. Et puis, je vais me rendre disponible. Et c'est ce que j'ai fait. Mais j'étais encore pas, je savais pas encore trop faire de reportage, je savais pas encore surtout pas monter. Et un jour, je viens à la radio, il y a mon patron et mon rédacteur en chef, Jean-Michel Descroix, le rédacteur en chef, Jean-Paul Solisseau, le patron, ils sont à la rotonde en train de boire un café, ils m'appellent. Donc je rentre. Question, voilà, on a un problème. Jean-Paul Belmondo est à Lille, il vient pour faire jouer King. On ne le trouve pas, on ne sait pas où il est. Tu le trouves, et je te pige. Si tu le trouves, je te donne une pige. D'accord. Donc je m'en vais à la quête de Jean-Paul Belmondo, avec le Nagra et tout. Et j'ai un réseau, je connais beaucoup de gens. Ça, c'était quand même ma force. Hein. Donc je me renseigne, tiens. J'appelle le responsable de la com du groupe Accor, il me dit je vérifie pour toi. Il n'est pas chez nous. Donc je réfléchis, il peut être que dans un grand hôtel. Je vais à l'hôtel Alliance. Je demande est-ce que Jean-Paul Belmondo est chez vous? Et on me regarde puis on me dit non. Mais je sens que ma question n'est pas bonne. Il aurait pu être là, mais on m'a dit non. Donc, je m'en vais. Et puis, on me dit, il n'est peut-être pas encore arrivé. Il va arriver peut-être au train de 15h. Donc, je vais à la gare vers 15h pour le train de Paris. Je marche sur le quai. Je vois 2 mecs arriver en habit de la parade, de la SNCF. Je dis, ça y est, ça c'est pour Belmondo. Je dis, pardon messieurs, est-ce que Jean-Paul Belmondo... est dans ce train-là. Et là, le gars, il me dit, il y en a un des deux qui me dit, non, monsieur Palka, il m'avait reconnu ma voix, on me reconnaissait ma voix. Non, monsieur Palka, ah bon? Il est arrivé ce matin. Ah bon? Il est arrivé ce matin, oui. Et vous savez pas où il est parti? Ils ont pris la rue Fédère. Donc je dis, à tous les coups, il est au Carlton. Carlton bien nommé. Je rentre au Carlton, et là, je fais pas l'erreur de l'Alliance, je dis pas, est-ce que Jean-Paul Belmondo est chez vous? Je dis au gars, j'ai rendez-vous avec Jean-Paul Belmondo, je suis un peu en retard. C'est où? Le mec, il me dit, c'est là. et d'un seul coup, il dit, oh non, vous ne pouvez pas y aller. Mais il est trop tard, je suis parti. Je pousse la porte, je rentre. Il y a Jean-Paul Belmondo qui est en train de faire un truc avec des élèves, des jeunes élèves. Il y a son chien sur lui. Et puis, il y a une caméra d'M6 aussi qui est là, qui filme. Donc, j'approche, puis j'attends, c'est terminé, j'attends. Et là, je sens. Alors, la pièce King, j'ai pas eu le temps de travailler ce que c'était que la pièce, je sais pas. Moi, j'étais là pour le trouver. Là, je sens que si je me plante à la première question, je suis dehors tout de suite. Et je sais rien de Belmondo, sauf que c'est un grand sportif. Et c'est vieux parce que, je lui dis, c'est à l'époque où vous allez vous rappeler, Lille était en tête du championnat de Ligue 2 avec une ribambelle de points d'avance, c'est l'année Vaïd, l'année où ils vont monter. Donc c'est en 2000, ça doit être un truc comme ça. 2000. Et je dis à Jean-Paul Belmondo, est-ce que vous pouvez me dire, Jean-Paul Belmondo, comme ça, boule pour point, combien est Lille au classement du championnat de Ligue 2 en ce moment? Et là, Jean-Paul Belmondo me répond, oui monsieur, il est premier avec 15 points d'avance. Et donc, du coup, je suis un peu scotché. Et du coup, j'enchaîne.
Et puis non, c'est lui qui enchaîne. Non, je lui dis, vous connaissez bien le sport de la région, alors. Ah bah oui. Et puis il me dit, bah, je vais vous parler de Charles Humez. Vous connaissez Charles Humez? Je dis, oui, j'ai connu Charles Humez à Hénin, oui, Gandor et tout. Et puis c'est parti. Et c'est parti. Et au bout d'un moment, je lui dis, attendez, maintenant il faut qu'on va parler de ce que je suis là pour King, on va parler un peu de King. Et il me dit, ah bah oui, bah je suis bien content que vous me parliez de King, parce que il y avait eu, pour les anciens, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu sa première petite alerte, un petit truc dans le cerveau qui avait un petit problème de comment on appelle ça, un AVC. Mais tout petit. Il me dit, oui, justement, ça c'est un vieux souvenir, je vais très bien. D'ailleurs, King, c'est une pièce de théâtre qui est hyper tonique, il faut la santé, il faut la condition physique. Je vais vous donner 2 places, vous viendrez me voir. Ce soir, vous verrez que je vais très bien. Et donc, j'ai tout ça dans l'interview. Et je suis rentré. J'ai monté l'interview tout seul et tout. Et j'étais voir mon patron et mon rédacteur en chef. Vous m'aviez dit une pige d'une journée pour le trouver. Comme je l'ai trouvé, je l'ai fait et je l'ai monté, ce sera une 2e journée. Ils m'ont dit d'accord. Et voilà, puis après, c'est parti. Bon, encore une fois, une très belle année. Belmondo, entre parenthèses, c'est toujours d'ailleurs, c'est un gars adorable, quoi. C'est une star, mais il est adorable, c'est un gars extraordinaire. Quand vous rencontrez des gens comme ça, c'est bien, quoi, c'est bien. Ça, mon boulot m'a fait connaître des gens comme ça aussi, ça c'est bien. Hein. Ça c'est bien. Alors, on déborde un peu, mais on va prendre le temps. Baptiste, qui est le plus jeune d'entre nous, avait aussi quelque chose à te dire, Christian. Oui. Ouais, moi c'est plus un message personnel, Christian. C'est un merci, puisque je vais parler au nom même de beaucoup de jeunes comme moi qui aimaient le foot, mais qui n'avaient pas forcément les parents qui aimaient le foot, qui avaient les chaînes pour regarder les matchs. Et donc on se branchait sur France Bleu et l'on vous écoutait commenter les matchs du LOSC avec vos approximations, bien sûr, qui faisaient votre force. Mais je me rappellerai toujours des matchs que l'on écoutait à la radio avec ma grand-mère et qui vous adore, ou des matchs planqués dans ma chambre à écouter et à crier à chaque but. C'est grâce à vous, je pense, que ma passion naissante pour le foot et le LOSC s'est continuée et s'est intensifiée, j'en perds mes mots. Et pour vous dire, on parle encore de vous avec mon prof de sport, c'est pour vous dire la patte que vous avez laissée dans le sport. Et je vous en remercie énormément et j'espère en tout cas pouvoir dans le futur exercer votre métier qui est de se faire un nom dans le journalisme sportif et pouvoir commenter ces matchs avec autant de passion. Et je tenais à le dire encore une fois. Merci Christian. Je vais vous dire quelque chose. Je l'ai dit à François cette semaine quand on s'est parlé. Ce qui m'étonne le plus, c'est la bienveillance des gens à mon égard. Alors il y en a qui m'aiment pas, mais c'est normal. Mais les gens sont gentils avec moi. Et je me demande d'abord, ma notoriété, elle vient d'où? Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi j'ai une telle notoriété, parce que je suis connu, je ne comprends pas pourquoi. Parce que moi, je sais qu'au premier abord, je suis pas un mec facile, hein. Voilà. J'ai souvent entendu cette phrase. Dans le temps, on disait souvent de moi, dans le fond, tu gagnes à être connu. Sous-entendu, au premier abord, t'es une tête de con. et donc, je vous remercie pour ça. Les supporters sont gentils. Et là, vous êtes 2-3 à l'avoir souligné. L'histoire des femmes, la grand-mère et tout, je ne l'ai pas inventé, ça. C'est... Les femmes avec moi, elles sont, je ne sais pas pourquoi, elles sont sur le foot hyper sympa, quoi, hyper sympa. Et ça, et puis les gens, même les gens, à part quelques encore, je vous dis, mais c'est une infime, c'est une minorité, à part ce que je vais appeler les barjots, quoi. Mais les 3/4 des gens qui m'ont critiqué, ils faisaient quand même avec bienveillance. Ils étaient
Voilà, ils étaient quand même. Ça, puis très souvent, ils avaient quand même raison aussi. Hein. Je me suis dit. Ma réflexion depuis que je suis en retraite, je me dis. J'en parle souvent avec Benoît d'ailleurs. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec le président Daniel Percheron. Daniel Percheron, c'est lui qui a dit dans un reportage fait sur Dailymotion, c'est lui qui a dit Palka a porté l'approximation au rang de l'art. L'approximation, c'est de l'art. Oui, très souvent, il faut être approximatif. Quand on met, quand nos interventions sont tellement courtes, quand vous mettez le micro sous la bouche de quelqu'un, vous lui dites, il a à peine commencé, vous lui dites pas trop long. Hein. Et nous, c'est pareil. Donc, il faut couper. Donc, on peut pas. On est plus ou moins approximatif, quoi. Et Percheron avait dit ça. Et les gens m'en ont pas voulu pour ça. Ils n'ont pas voulu du tout. Voilà. Donc, moi, ce que je retiens de positif à la fin de ma carrière, c'est mon rapport avec les gens. Qui est même pas, très franchement, qui est même pas mérité de ma part. Hein. Les gens m'ont plus donné que moi je leur ai donné. Hein. Voilà. Alors, en tout cas, ce soir, on a une émission pleine de gentillesse, hein, comme dirait Patrick Sébastien, au Bistro, c'est que de l'amour. Par contre, j'ai jamais triché sur. Y a ce que j'aime pas dans la vie en général, et je crois que j'ai pas ce défaut-là. S'il y en a un que je suis sûr de ne pas avoir, c'est ça. C'est l'hypocrisie. J'aime pas ça. J'aime pas. Voilà. On est trash, on y va. Des fois, il faut mettre un peu d'effort, mais quand ça va pas, ben voilà. Voilà. Je t'écoute, François. Oui, je disais, l'émission de ce soir, ça ressemble un peu à du Patrick Sébastien, c'est que de l'amour, parce qu'on voit aussi les commentaires sur les réseaux sociaux qu'Arnaud donnera tout à l'heure. Il reste encore Christophe D. Alors j'espère que tu ne vas pas me contredire, que tu ne vas pas être trop méchant avec Christian. Non, je ne vais pas être trop méchant. Mais je suis plutôt dans la famille des critiques bienveillants. C'est-à-dire que moi, j'ai vite arrêté. Franchement, les approximations, j'en ai vraiment marre. Je me rappelle d'un match à Rennes où on avait alors c'est Yaya, c'est Yaya ou Bodmer ou non, il y en a un noir à blanc quand même, merde. Non, Bastos qui centre pour Bastos, but. Oh non, non, merde. Il me passerait pour lui-même, c'est possible. Donc, par contre, j'ai un fan absolu qui est mon père. Mon père, lui, c'est Christian Palka. Lui, voilà, il met France Bleu Nord. Et écoute Palka, et il ne faut pas lui dire. Et moi, quand je lui disais, mais quand même, là, c'est quand même c'est approximatif, quoi. Là, c'est Jean-Michel à peu près. Et il me disait, critique pas Christian Palka. C'est un mec comme ça. Et je dis, c'est vrai. Et en plus, on a eu l'occasion de se rencontrer grâce à François au sortir du stadium 2-3 fois à l'époque du stadium. Et c'est vrai que moi, j'ai même posé la question. J'ai dit, mais c'est quoi votre sport préféré? Et tu as répondu, c'est le vélo. Ouais, d'accord. C'est là que j'ai compris. Mais je vais vous dire quelque chose. Le tort que j'avais aussi. Parce que, par exemple, Duchemol passe à Duchemol. Et pour finir, c'est pas Duchemol, c'est Truc qui attrape. Je m'étais trompé. Mais quand je m'apercevais, je le disais, moi, dans le commentaire, tout de suite. Je le disais. Le gars qui écoutait, il ne pouvait pas le voir, il ne pouvait pas savoir. Donc, il savait que je m'étais trompé parce que moi, je l'avais dit. Si je ne le dis pas, il n'y a personne qui sait. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui ne disaient pas. Parce que des fois, ça va tellement vite. Des fois, quand c'est dans... Il y a des buts qui viennent du Diable Vauvert, pour voir qui a marqué, des fois, c'est pas évident. Hein. Donc, il faut attendre. Pour savoir qui. On n'attend pas, on le dit dans la parole, dans la foulée, quoi. Alors, naturellement, il y en a qui reconnaissent mieux que moi je reconnaissais, ça, je conviens. Voilà, excusez-moi alors. Mais de rien. Ça va pas déranger, hein, ça peut se dites, ouais, mais papa, j'ai noté que papa m'aimait bien quand même. Oui,
il aime pas quand je dis bah non, mais non, j'ai pas le droit. C'est là où tu vois les petites différences d'âge entre les différents piliers du bistrot à l'os. Certains, c'est le papa, c'est la maman, et d'autres, c'est la grand-mère. Donc, il y a aussi la différence d'âge chez nous. Ouais. Dernière série de questions. Arnaud, est-ce que tu as une question? Est-ce qu'il y a des questions sur les réseaux sociaux? Alors oui, déjà, Christian, t'es invité déjà à la section nacelle. Ils disent, Christian, il vient boire quand il veut avec nous. On est peut-être pas bon en sprint, mais on est bon en endurance. Donc voilà. Ah, mais la section de Lincel, c'est un village que je connais très bien. J'ai un grand ami, d'abord j'y vais régulièrement. J'ai un grand ami qui est à Lincellois, qui était assureur à Lincel, et celui qui tenait à l'époque, maintenant c'est plus lui naturellement, mais c'est vieux, celui qui tenait en face du stade le café, il s'appelait Norbert. Ouais, tout à fait. C'est ça, hein, ouais. Tout à fait, Norbert. Écoutez, une fois j'irai avec mon copain de Castequer, Pierre de Castequer. Enfin, là, les cafés en ce moment. Ouais, alors les cafés en ce moment c'est dangereux, mais méfie-toi quand même parce que la section de Lincel qu'on aime bien, on les reçoit souvent ici, ils sont vraiment très bons dans l'endurance par rapport au sprint. Hein. Oui, mais les cafés, d'abord, votre nom, le nom de votre émission, ça s'appelle comment, le bistrot Le bistrot d'Allée-le-Losc. Le bistrot d'Allée-le-Losc. C'est déjà bistrot, c'est un mot sympathique qu'on est un peu privé en ce moment, parce que je sais bien qu'on ne doit pas passer sa vie au bistrot, c'est pas bien, mais ne plus y aller du tout, ne plus pouvoir y aller du tout, ça, c'est aussi quand même très emmerdant. Je crois que ça, on perd un peu de la convivialité. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Les endroits sympathiques, on ne peut plus les fréquenter, ça ne va plus. Il est temps qu'on sorte de là. Et encore une fois, je suis triste pour vous que vous ne puissiez pas assister à ces matchs, parce que non seulement vous verriez des victoires, mais en plus l'équipe joue bien. Donc c'est dommage, quoi. J'espère pour vous j'espère deux choses. J'espère pour vous, pour moi aussi d'ailleurs, que Lille va être champion et que très vite on pourra retourner au stade. Et dans les bistrots. Et dans les bistrots. Il y avait une section du LOSC de supporters à côté de mon village, Péranchy, ça s'appelait En avant le LOSC, c'était à Longpré. Ouais. Il y a une section à Longpré. En face de la base de loisirs. En face de la base de loisirs, exactement. Ouais. Exactement. Voilà. C'est Patrick Robert qui fait un peu le tour des Patrick Robert, c'est lui qui a écrit mon bouquin. Tout à fait, le dernier bouquin, effectivement, qui raconte ta vie, en fait, qui raconte ta vie. Voilà. Où j'ai eu des très belles dédicaces de Rudy, notamment, Gervais aussi, voilà, des gens qui m'ont, comme vous l'avez fait là ce soir, qui me connaissent bien, mes qualités, mes travers, mes trucs, quoi. Et à la sortie, ce qui ressort, c'est on s'emmerde pas, quoi. On n'est pas là pour s'emmerder non plus. Hein. Ouais, pour terminer, Christian, j'ai juste deux questions sur le vélo à te poser. La première question, c'est qu'est-ce que tu penses du report de Paris-Roubaix? Est-ce que tu trouves ça scandaleux? Est-ce que tu trouves ça normal? Je ne veux pas dire scandaleux et tout, mais je suis malheureux pour un coureur, pour Florian Sénéchal. Florian est dans la forme de sa vie. Il a 27 ans. C'est l'âge, c'est le bon âge pour Paris-Roubaix. Il est dans la meilleure équipe du monde. Il aurait pu gagner Paris-Roubaix. Il pourra encore peut-être le gagner en fin d'année. Mais là, il était vraiment au top. Je suis malheureux pour lui. Je suis vraiment malheureux pour lui. C'est un des meilleurs coureurs du monde dans sa spécialité, c'est-à-dire le style classique. Donc je suis malheureux pour lui. Maintenant, c'est difficile. Le préfet en France, le préfet n'a pas voulu prendre de risques, mais quand on voit tout ce qui se passe, c'est compliqué d'aller contre. Vous allez me dire, le Tour des Flandres, il y a eu lieu, il y avait personne sur les routes, donc voilà. Ce qui est dommage, c'est que ASO, Christian Prudhomme, n'a pas défendu son bébé, quoi, beaucoup. Je pense qu'ils ont dit, bon, allez, on ne fait pas Paris-Roubaix, mais par contre, le Tour de France, on y va. Hein. Donc voilà, c'est mon idée, ça. Hein. Donc il faut espérer qu'il y ait lieu au mois d'octobre.
pas un contre-virus. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Parce que on n'est pas sorti de l'auberge encore, là, pour moi. Hein. On espère tout ça. Et dernière question sur le vélo, très courte. C'est Tapia Forever qui nous demande si tu as des coins préférés pour rouler dans la région. Ah ben, comme tous les Lillois qui font beaucoup de vélo, moi je vais du côté, dans les Flandres, en Belgique, du côté du Mont-Noir, tout ça. Il y a plein de cyclistes. Là, le dimanche, le mardi matin, et le jeudi matin, et le samedi matin, il y a plein de cyclistes et tout. Et quand je vais rouler de l'autre côté, je vais peut-être aller rouler avec Christophe Galtier, d'accord. Vous savez qu'il fait beaucoup de vélo, Christophe. Hein. Là, je vais du côté quand je vais tout seul, je passe devant Luchin, je m'en vais en Belgique, du côté des Pléchins, je m'en vais du côté du Mont-Saint-Aubert, du côté de Tournai, dans le Tournaisis. Mais en général, je vais du côté d'Ypres. D'accord. Bah, écoute, Christian, il est 21h58. On a été très bavard ce soir, mais je crois qu'on aurait pu continuer encore une heure. Il y a pas de Arnaud souci. qui appelle, je pense. Ouais. Simplement un petit truc, Christian. C'est simplement Costner sur le forum qui avait dit, c'est une petite question toute rigolote, on va dire. Tu as déjà répondu, hein, mais il faut pas répondre. Enfin, c'est pas la peine. C'est, peut-on finir champion à l'insu de notre plein gré? C'est une petite référence avec Christian Virenque, donc c'est pour ça. Hein. Peut-on finir champion à l'insu de notre plein gré? Petite référence avec Virenque. Oui, non. Si vous êtes champion, c'est pas à l'insu de votre plein gré. C'est parce que l'équipe l'aura mérité et que l'équipe travaille pour ça depuis longtemps, même s'ils n'ont pas dévoilé. Maintenant, ils peuvent plus se cacher quand même. Hein. Maintenant, ils peuvent plus se cacher. Donc, vous n'êtes pas encore champion, mais si vous êtes champion, ce sera mérité. Et à mon avis, ça aura été travaillé de longue date. Voilà. Christophe, c'est un. Voilà. Il y a tout, Christophe. C'est un tacticien, c'est un technicien, et je crois même que c'est un éducateur aussi. Donc il y a toutes les facettes. Il y a toutes les facettes. Puel, c'était un technicien et tout, mais c'était surtout aussi un éducateur. Rudy, moins éducateur, mais tacticien et technicien terrible. Rudy. Il en a pris plein la tronche quand il était à Marseille, il en a pris plein la tronche quand il était à Lyon. Maintenant, les Lyonnais qui l'ont accablé, ils doivent se dire merde. On n'aurait peut-être pas dû être si sévère. Ce qu'il fait, c'est pas mal non plus. Hein. Les deux meilleurs entraîneurs français, il y en a un qui est au LOSC et l'autre qui a été au LOSC. Pour moi, les deux meilleurs Français actuellement, c'est Christophe et Rudy. Hein. Christophe, d'ailleurs, à mon avis, il devrait être élu meilleur entraîneur français. Il a déjà été en 2013 à Saint-Étienne. Mais il mériterait d'être élu, surtout s'il gagne le titre, quoi. Il prend le titre. Voilà. Bon, en tout cas, merci Christian pour ta disponibilité. Merci pour ton succès sur les réseaux sociaux, auprès des intervenants. On était vraiment très contents de partager, j'allais dire 7 heures, mais 7 heures et demie avec toi ce soir. Donc, tu es le bienvenu au bistrot quand tu le désires. Voilà. La porte est ouverte. Et voilà. Et moi, je vous remercie. Ça m'a permis grâce à vous, les supporters, à me réhabiliter un petit peu, quoi. J'ai pu m'expliquer. Oui, je croyais, Christian, que tu allais parler de ta technicité dans l'outil Skype, où tu étais vraiment... Tu la expliqueras, ouais. Alors là, moi, je suis pas... la technique, c'est une catastrophe. Hein. On y est arrivé quand même. Hein. Mais c'est ce que je voulais dire. Je voulais souligner, c'est qu'avec les difficultés qu'on a eues pour se connecter à Skype, ça démontre bien finalement ta patience et ta disponibilité. Et je voulais te remercier une dernière fois. Ouais. Donc, merci François. Mais c'est moi qui te remercie parce que déjà quand je t'appelais, quand j'étais aux manettes à France Bleu, tu m'as souvent sauvé la mise plusieurs fois. Tu me l'avais jamais dit directement, mais je me doutais que des fois j'étais entre guillemets la dernière roue du carrosse. Non, mais il faut toujours. Il n'y a pas de dernière. Il fallait toujours de. Voilà, toi tu vois comment tu fais maintenant. Tu as tes plateaux là. Mais visiblement, non.
Alors, dernière question de ma part. Donc, si je veux regarder, je suis Skype. Le mardi, je me mets sur Skype et je peux regarder. Tous les mardis. Non, on va t'expliquer hors antenne. On t'enverra les liens. Allez, salut! Non, reste connecté, on en parlera juste après si tu veux. Sinon, je voulais remercier également tous les intervenants. Donc, je voulais remercier, alors je vais essayer d'en oublier aucun, les deux Christophe C, Christophe D. Je voulais remercier Baptiste, je voulais remercier Georges, je voulais remercier Julien des Dogs de Paris et je voulais remercier bien sûr Arnaud. Je voulais remercier tous les internautes qui nous suivent et qui ont posé énormément de questions pour les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine avec ce match contre Metz qui est très important pour nos joueurs le 6. Et comme chaque semaine, je dis allez le LOSC, à bientôt. Bonne soirée. Allez le LOSC. Au revoir. Bonsoir.